Vous êtes prêts? Je dois vous parler de deux sujets aujourd'hui. Alors, il n'y a que 2 heures de cours en pharmacologie dans le module rein, ce qui fait que si vous pigez bien ce que je vous raconte aujourd'hui, si vous l'apprenez bien, eh bien, vous savez pertinemment répondre à la question de cours, puisque en général, c'est à la fois une question de cours et puis un petit exercice. Donc vous aurez ces 2 heures de cours et vous aurez ensuite un ED dans 8-15 jours, je crois. Je ne me souviens plus exactement de la date. Et surtout, venez aux ED, c'est très important. Et on explique les différents mécanismes d'interaction médicamenteuse. Donc là, la première heure de cours concerne la pharmacologie des diurétiques. C'est beaucoup de pharmacodynamie, vous verrez. C'est un mélange de physiologie et de pharmacologie. Le deuxième cours est un peu plus rébarbatif parce qu'il s'agit des effets indésirables des médicaments sur le rein. Et il s'agit beaucoup de listes, mais on attire votre attention sur les interactions médicamenteuses et vous devez connaître ces médicaments. Donc en fait, vous n'en comprenez véritablement l'utilité que dans 1 an ou 2, mais on est obligé de vous le mettre en place dès maintenant. Alors, on va commencer par les diurétiques. Souvenez-vous qu'on définit toujours les objectifs pédagogiques. Surtout quand il n'y a pas beaucoup d'heures de cours pour chaque discipline. Eh bien là, aujourd'hui, on va comprendre ce qu'on appelle la pharmacodynamie. Je vous ai expliqué ce que c'était la dernière fois, c'est-à-dire le mécanisme d'action des médicaments, pharmacodynamie des diurétiques hypokaliémiants et des diurétiques d'épargne potassique. Vous verrez, il y a 2 catégories pour expliquer les effets secondaires. En fait, on vous forme autant à la thérapeutique, c'est-à-dire aux bénéfices, qu'aux risques. Et ensuite, raisonner sur les mécanismes des effets indésirables pour mémoriser les interactions médicamenteuses avec les diurétiques et les situations médicales à risque pour le rein. Si vous avez compris la physiologie, vous comprenez la pharmacologie, vous comprenez les effets indésirables et vous comprenez les interactions médicamenteuses. Malheureusement, il y a beaucoup de choses à mémoriser. Donc, juste une diapo sur les indications et ensuite, je vais vous expliquer les effets indésirables. Et on va avancer comme ça. Alors les indications, vous commencez à me connaître, je hiérarchise toujours ce que je vous raconte. C'est-à-dire que là, si j'ai choisi de placer l'hypertension artérielle comme indication en premier, c'est que c'est l'indication préférentielle des diurétiques. Il y a 11 millions d'hypertendus en France, c'est considérable, une grande majorité reçoivent des diurétiques. Je vous ai mis juste la petite formule que vous commencez à bien connaître. La pression moyenne, c'est le débit cardiaque multiplié par la résistance périphérique. Les diurétiques vont agir sur l'un et l'autre. Vous allez voir que je vais rentrer relativement peu dans les mécanismes d'action dans les pathologies. On va vraiment faire de la pharmacologie du tubule rénal. Deuxième grande indication, l'insuffisance cardiaque congestive. Il n'y a pratiquement pas d'insuffisants cardiaques qui ne reçoivent pas de diurétiques, 1 million d'insuffisants cardiaques en France, et donc aussi un grand niveau d'indication. Alors, pour ceux que ça intéresse, mais là je vais être très vite, parce que ça n'est pas mon propos, qu'est-ce qui se passe dans l'insuffisance cardiaque? Eh bien, le débit cardiaque est bas, la perfusion rénale est donc diminuée, on active le système rénine-angiotensine, on retient de l'eau et du sel, et donc, on augmente la pression veineuse par rapport aux capacités d'éjection cardiaque. Et donc, on augmente la pression capillaire pulmonaire. Donc, il y a une incompatibilité, confère vos cours de physio, entre le retour veineux et la fraction d'éjection. L'œdème aigu du poumon est une 3e grande indication, mais l'œdème aigu du poumon, c'est rare. C'est par exemple la grande poussée d'insuffisance cardiaque ou l'infarctus. Et là, pareil, c'est exactement un mécanisme d'inadaptation. Mais c'est surtout, on devrait dire plutôt, c'est à point de départ cardiaque et c'est un effondrement du débit cardiaque avec augmentation de la pression capillaire pulmonaire. Et puis, les états œdémateux. Dans les vieilles questions, vous voyez ça. Alors, le syndrome néphrotique, certainement. Très vite, qu'est-ce que c'est que le syndrome néphrotique? Vous êtes en train de l'apprendre, je pense. Augmentation de la perméabilité de la membrane basale aux protéines, à l'albumine, donc moins de pression oncotique, donc extravasation, diminution du volume circulant,
est un équivalent d'hypovolémie et c'est une activation du système rénine-angiotensine. Cette dernière, donc évidemment, hein, vous avez les diapos à votre disposition, donc notez les choses les plus importantes, mais ça doit être un leitmotiv pour vous. Hein. Toute hypovolémie, toute diminution du volume circulant, c'est une activation du système rénine-angiotensine, donc de l'activation, donc de la réabsorption d'eau et de sel. Deuxième type d'état œdémateux, les acides cirrhotiques. Et dans l'acide cirrhotique, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il existe une augmentation de la pression portale, comme vous le savez. Vous avez fait la gastro ou pas encore? Non. Donc imaginez que le tissu hépatique est fibrotique et que le système de retour veineux porte vers la veine cave inférieure est très altéré et donc augmentation de la pression porte. Ça s'associe à une diminution de synthèse d'albumine et donc de diminution de pression oncolytique. Et donc il y a extravasation, mais vers la cavité péritonéale, c'est l'acide, c'est la quantité de liquide dans le péritoine. Et pareil, une hypovolémie circulante et une activation du système rénine-angiotensine, et donc une réabsorption d'hydrosodé. Puis enfin, l'insuffisance rénale chronique. L'insuffisance rénale chronique qui entraîne un degré permanent d'hypervolémie qu'il faut donc compenser. Dernière indication, l'insuffisance rénale aiguë. Mais vous voyez qu'on passe de 11 millions de Français à 1 million à quelques milliers, l'insuffisance rénale chronique, quelques milliers. Alors les bases pharmacologiques des indications, des salidiurétiques, hein, sali voulant dire sel, c'est-à-dire chlorure de sodium, et donc surtout sodium, où on dit natriurétique. Je vais vous parler un petit peu de la cinétique, mais je vais surtout parler de la relation dose-natriurèse. Et je ne parlerai pratiquement pas de la relation pression-natriurèse qu'on a dû vous traiter en physio. Donc ça, c'est une première notion importante. Quand vous donnez un diurétique à un hypertendu qui pèse un certain poids, vous le voyez très rapidement perdre du poids comme ça. Il perd 1 ou 2 kilos. Et puis, lorsque vous mesurez sa natriurèse, vous voyez que contemporain du démarrage des diurétiques, vous avez une augmentation de la natriurèse. Et puis, cette natriurèse, finalement, elle revient à la normale. Donc, il n'y a plus d'excès de natriurèse. Elle reste pratiquement dans les 50 millimoles par 24 heures. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu excrétion excrétion de sel, en même temps que l'excrétion de sel, moins de réabsorption d'eau, donc un déficit du volume circulant d'environ 2 à 3 litres, et que tout ça s'est renormalisé, autorégulé. Si vous arrêtez les diurétiques, eh bien vous allez voir immédiatement chuter la natriurèse en miroir, et puis récupérer la perte de poids en quelques semaines. Donc voilà, on perd de l'eau, on perd du sel d'abord, on perd de l'eau et on perd du poids. Et globalement, on perd de la volémie. La deuxième notion qui est importante à considérer, c'est ce qu'on appelle la relation dose-natriurèse. Alors vous allez comprendre pourquoi. Vous avez ici 2 diurétiques. Le furosémide, qui est un diurétique de Lens, on va revoir, et puis l'hydrochlorothiazide, qui est un diurétique du tube contourné distal. Et ici, vous avez en ordonnée la natriurèse. Je vous avais donné la dernière fois les définitions d'efficacité. Ah oui, d'accord, il faut ça. Donc la natriurèse et la dose. Alors, comment est-ce qu'on définit la puissance d'un médicament? On prend l'effet maximum, on calcule la dose qui correspond globalement à la moitié de l'effet maximum. Si vous étiez en recherche expérimentale chez l'animal, vous appelleriez ça le D50, la dose effet 50. Et on voit ici, par exemple, que pour l'hydrochlorothiazide, c'est environ 0,1 mg/kg. Maintenant, la courbe du furosémide est décalée vers la droite. Et vous voyez une caractéristique, c'est que son effet maximum est pratiquement 2 fois plus important que celui de l'hydrochlorothiazide. Donc l'effet maximum, c'est l'efficacité. Et c'est l'efficacité indépendamment de la dose, puisqu'on considère que c'est au plateau de la dose. Donc vous pouvez dire le furosémide est plus efficace que l'hydrochlorothiazide. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure.
puis vous pouvez calculer la puissance de façon très grossière, comme ça, hein, à vue d'œil, en cherchant la moitié de l'effet maximum. Là, on est aux environs de 12-13, donc c'est entre 6 et 7. Et vous voyez qu'on est aux environs de 50 mg kg, ou 30, puisque c'est log, mg kg. Et donc, on est globalement 300 fois plus. La dose est 300 fois plus élevée. Hein. Entre 30 et 0,1, c'est 300. Donc, on peut dire que la puissance de l'hydrochlorothiazide est largement supérieure à celle du furosémide. Mais son efficacité est tout à fait inférieure. D'accord ? Alors, vous pouvez le retrouver dans les comprimés, puisque par exemple les doses d'hydrochlorothiazide qu'on donne, c'est 12-25 mg. Et les doses de furosémide, c'est 20, 40, 80, et beaucoup plus chez l'insuffisant rénal. Donc, retenez bien, puissance et efficacité. Puissance, c'est une propriété intrinsèque de la molécule dans sa liaison au récepteur. L'efficacité, ça va dépendre de beaucoup d'autres choses et on y arrive. La deuxième notion, avant d'aborder les mécanismes un peu moléculaires sur les canaux, c'est les effets vasculaires. Est-ce que oui ou non les diurétiques sont vasodilatateurs? Eh bien, c'est possible. Et il est possible qu'il y ait un certain degré de ce qu'on appelle la vénodilatation, c'est-à-dire qu'il existerait des prostaglandines vénodilatatrices d'origine rénale, mais aussi un effet de prostaglandine intrarénale d'augmentation du flux sanguin rénal. Voilà, c'est relativement peu étudié. On ne sait pas quel est le rôle exact, mais c'est un rôle qui n'est pas majeur, c'est un rôle qui est mineur. Donc vous voyez, c'est l'effet salidiurétique qui l'emporte. Et souvenez-vous, c'est important de cet effet intrarénal passant par les prostaglandines, parce que tout à l'heure, dans la deuxième heure, on va voir l'interaction avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, et les AINS sont des inhibiteurs de prostaglandines. Donc vous pouvez déjà marquer ici, confère AINS. Alors les diurétiques sont des médicaments du néphron. Où agissent-ils? Voilà le néphron que vous avez vu en physio, en anat et sous toutes les coutures. On va, nous, considérer essentiellement cette partie corticale. On ne va pas non plus négliger la partie médulaire, parce que je vais vous parler du gradient cortico-papillaire, hein, la papille étant ici, le cortex vers la papille, ce gradient de réabsorption différentielle d'eau et de sel. La deuxième notion que vous devez connaître, c'est que tous les diurétiques tubulaires, et alors nous on ne va parler que de 4, mais là je vous cite les 2 les plus utilisés, c'est-à-dire le furosémide, qui s'appelle l'Azilix, et les thiazidiques, donc diurétiques qui agissent au niveau du tubule. Tous ces diurétiques tubulaires doivent être sécrétés et pas filtrés dans la lumière tubulaire. Ils agissent dans la lumière. Donc ils n'agissent pas au niveau de la membrane baso-apicale, mais de la membrane luminale et du pôle apical, et vous allez voir tout de suite. Alors, 4 grands sites d'action. Vous reconnaissez votre néphron, le glomérule, le tube contourné proximal, la branche descendante de l'anse de Henle, la branche ascendante. Premier site d'action, les diurétiques de l'anse. Vous remontez, tube contourné distal, deuxième site d'action, les diurétiques thiazidiques. Je vais revenir, je vais redétailler tout ça. Ça, c'est juste pour vous mettre en place l'idée générale. Troisième site d'action, le tube distal terminal, ce sont les diurétiques d'épargne potassique. Et puis, quatrième site d'action, le tube collecteur. Et en général, les diurétiques d'épargne potassique agissent un peu sur les deux, mais vous verrez qu'il existe des mécanismes qui font intervenir directement le tube collecteur. Donc, il faut une notion de sécrétion. Sécrétion, ça veut dire débit sanguin rénal. Si le débit sanguin rénal est effondré parce qu'il y a insuffisance rénale, eh bien, les diurétiques agiront moins. Et donc, en fait, vous pouvez tout de suite noter que les thiazidiques perdent leur efficacité en cas d'insuffisance rénale, mais pas le furosémide, à condition qu'on sache augmenter les doses.
Et donc, on peut donner des doses très importantes de l'Azilix dans l'insuffisance rénale, et ça marche. Alors, on commence dans l'ordre géographique, si on peut dire, par les diurétiques hypokaliémiants. Donc, vous avez diurétiques de grande famille, les diurétiques hypokaliémiants, les diurétiques hyper. Les diurétiques hypokaliémiants, les premiers qu'on rencontre, c'est les diurétiques de Lens. BAHH, branche ascendante de Lens de Henle. Ça devrait être BAAH, excusez-moi. Donc, c'est la branche ascendante de Lens de Henle. Et là, il y a 20% du sodium filtré qui est réabsorbé. 25%. 25% de réabsorption, c'est énorme. Alors que plus loin, au niveau du tube contourné distal, vous n'avez plus que 5% du sodium filtré qui est réabsorbé. Ce qui fait que, c'est logique, plus on va aller vers l'aval, moins il y aura de sodium à réabsorber. Mais d'un autre côté, vous comprenez maintenant pourquoi le furosémide qui agit ici est plus efficace que les thiazidiques qui agissent en aval, puisque l'un porte sur une fraction de 25% du sodium filtré qui est réabsorbé, alors que l'autre porte sur une fraction de 5% du sodium filtré qui est réabsorbé. D'accord ? Alors et enfin, vous avez les diurétiques d'épargne potassique qui vont agir à la fois sur le tube distal terminal et sur le tube collecteur. Et là, on n'est plus qu'à 2 ou 3% du sodium filtré. Donc ce schéma-là, vous l'avez sous quantité de forme. J'ai pris cette image, mais vous connaissez à mon avis très bien maintenant l'anatomie. Placez bien vos diurétiques en face de cette anatomie-là. Alors je rentre dans le détail des diurétiques de Lens. Le Lasix, c'est le nom commercial du furosémide. Ces médicaments coûtent très peu cher, ils sont très anciens, il n'y a pratiquement pas eu de développement depuis, et il y a finalement très peu de diurétiques de Lens, et on utilise beaucoup un des plus anciens. Donc le Lasix, je vous ai écrit 4 croix pour son efficacité, on l'a vu tout à l'heure, et une croix pour la puissance. Souvenez-vous, la puissance était bien moindre que celle de l'hydrochlorothiazide, la courbe était tout à fait décalée vers la droite. Ce qui est intéressant, c'est que son efficacité persiste en cas d'insuffisance rénale, pas tellement parce que il a un mécanisme particulier de sécrétion, puisqu'il est sécrété comme les autres, mais surtout parce qu'il a une courbe dose-réponse qui est tout à fait étalée vers le haut. Quelle est sa cible? Chaque fois que vous pensez médicament, vous pensez cible. Un médicament égale un récepteur. Alors, est-ce que c'est un récepteur membranaire à 7 domaines transmembranaires de type récepteur bêta-adrénergique, ou est-ce que c'est un autre type de récepteur? Là, les récepteurs des diurétiques, ce sont des protéines canaux. Ce sont des canaux. Donc, quel est ce canal NKCC, c'est-à-dire un cotransporteur qui est sodium, potassium, 2-chlore. Donc j'ai un petit schéma là pour vous montrer. NKCC, donc inhibiteur du cotransporteur sodium, potassium, 2-chlore de la membrane luminale du segment large de la branche ascendante de l'anse de Henle. C'est bien écrit ici. Et grâce à cela, vous allez éliminer du sodium. Donc il faut que vous trouviez, si vous n'avez pas de canal qui transporte de sodium ou qui réabsorbe de sodium dans les cibles que vous supposez pour les diurétiques, c'est que vous vous êtes trompé. Donc il doit toujours y avoir une réabsorption de sodium, et souvent c'est couplé à un autre transporteur. Donc excrétion de sodium et de chlore. Alors voilà la physiologie, et vous verrez que j'ai très souvent des schémas couplés, un schéma qui s'appelle physiologie, puis un schéma qui s'appelle pharmacologie. Et ce n'est pas les mêmes, ils sont très superposables, si ce n'est que dans le schéma pharmacologie, on a simplement bloqué quelque chose de la physiologie. Mais si vous ne pigez pas bien la physiologie, donc là c'est théoriquement un rappel, vous ne comprendrez pas le médicament.
Donc vous avez ici la lumière, vous avez ici le pôle apical de cette cellule, et puis vous avez le pôle basolatéral avec l'interstitium. La première chose à considérer, c'est cet échangeur sodium-potassium ATPase, cette pompe. Hein. Ce n'est pas un échangeur, c'est une pompe sodium-potassium ATPase qui nécessite de l'énergie, de l'ATP, et qui représente la driving force pour absorber, pour diminuer les concentrations de sodium à l'intérieur de la cellule, donc faire marcher ce canal qui est un canal passif, qui est purement un échangeur. Vous vous souvenez de tout ça? Vous l'avez vu il y a longtemps? La semaine dernière? 15 jours? C'est encore frais? Bon, donc théoriquement, c'est un rappel. Hein. Alors, là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez le moteur qui est la NAK-ATPase, qui nécessite de l'énergie, qui va faire un gradient de sodium, qui va donc activer ce cotransporteur. Et le problème, c'est que quantité de sodium va être échangée contre du potassium, et donc va revenir dans l'interstitium. Donc là, vous l'avez dans ce sens-là, mais théoriquement, vous savez que c'est un échangeur qui fonctionne dans les deux sens. Donc tout sodium réabsorbé s'échange contre du potassium et il passe dans l'interstitium. Et il va créer ce qu'on va appeler le gradient cortico-papillaire, souvenez-vous. Et donc du potassium réabsorbé qui est rééliminé dans la lumière par ce canal potassique qu'on appelle ROMCA, et du chlore est rééliminé dans l'interstitium par ce canal qu'on appelle CLCKB. Et ça fait un gradient électrique, parce que vous avez plus de cations que d'anions ici, et plus d'anions que de cations ici. Il suffit, pour vous en souvenir, simplement de mettre le chlore au niveau basolatéral et le potassium au niveau apical. Ça va, c'est clair? Vous vous souvenez bien de tout ça? Oui. Alors justement, bon, alors on y arrive. Alors, parce que là, on est encore en physiologie, et souvenez-vous, vous avez ça, vous avez aussi cette différence de potentiel, mais je vais revenir, on aura le temps de bien expliquer. Cette différence de potentiel va permettre de réabsorber, bien entendu, des cations, puisqu'elle est ici négative, et comme cation, qu'est-ce que vous avez? Du magnésium, du sodium et du calcium, de la diffusion qu'on appelle transcellulaire, parce que ça ne passe pas dans la cellule. Elle n'est pas transcellulaire, elle est paracellulaire, pardon. Elle est paracellulaire parce qu'elle ne passe pas au travers de la cellule. Ça, c'est la physiologie. La pharmacologie, elle est là. La pharmacologie, le furosémide a bloqué ce canal, ce cotransporteur, et en bloquant le cotransporteur, eh ben, il entraîne une élimination de sodium. Alors, deuxième notion. À côté de cette excrétion de sodium et de chlore, il existe une alcalose métabolique. L'alcalose métabolique, elle a deux origines. Première origine, c'est que, on va commencer par d'emblée ce qui est écrit, l'effet du furosémide s'accompagne d'une augmentation de l'excrétion de protons et de potassium dans le tube collecteur cortical. Pourquoi? Parce que comme vous avez bloqué la réabsorption de sodium, ben vous avez favorisé l'élimination du sodium. Donc vous avez plus de sodium qui arrive dans les tubes d'aval. Et donc vous allez mettre en place des échanges sodium-potassium ou sodium-proton, et vous allez réabsorber le peu de sodium que vous pouvez réabsorber, puisqu'en fait il y a une grosse quantité qui arrive là, puisqu'il a été bloqué en amont, et ça va se faire aux dépens d'une excrétion de sodium, de protons et de potassium. Donc déjà, vous voyez, augmentation de l'excrétion de protons égale alcalose métabolique. Et puis ensuite, il y a un deuxième système qui active ça. La phase finale est la même, mais c'est l'hypovolémie. Je vous ai dit que vous aviez 2 litres de perte ou 2 kilos de perte de poids, donc 2 à 3 litres de moindre volémie. Et donc, vous avez une activation du système rénine-angiotensine avec mise en place de l'aldostérone, mise en place de réabsorption de sodium, et donc échange de sodium contre le potassium, et donc fuite de potassium.
Donc, souvenez-vous bien, c'est une alcalose métabolique hypokaliémique, j'aurais pu rajouter. Et d'emblée, vous voyez que lorsque l'on donne des diurétiques, on les appelle hypokaliémiants parce que par effet secondaire, ils font perdre du potassium. On continue. Une troisième caractéristique qui n'est propre qu'à ces diurétiques de Lens, c'est ce qu'on appelle la disparition du gradient cortico-papillaire. Et cette disparition du gradient entraîne une impossibilité à concentrer ou à diluer les urines, mais essentiellement à les concentrer. Donc vous allez beaucoup les diluer et donc vous allez éliminer beaucoup d'eau. Alors comment ça marche? Donc ça, le gradient cortico-papillaire, on vous l'a expliqué. Oui? D'accord. Donc petit retour à la physiologie, toujours pareil. Et puis après on va à la pharmaco. La physiologie de ce gradient osmotique cortico-papillaire, c'est probablement pas les schémas que vous avez eus, mais ça revient exactement au même. Le cortex, la médullaire. Dans la médullaire, tout ce qui est branche descendante et branche montante de l'anse de Henle est la partie la plus juxta-papillaire du tube collecteur. Bon. Cette branche ascendante, elle est très particulière. Elle réabsorbe de l'eau, du sodium, mais pas d'eau. Donc, en temps normal, la physiologie fait que le fonctionnement de ce cotransporteur sodium-potassium-chlore dont je vous ai parlé, celui qui est inhibé par le furosémide, là il n'est pas inhibé, c'est la physiologie, va réabsorber du sodium qui va se distribuer dans l'interstitium médullaire qui va devenir hypertonique. Et puis, vous avez au niveau du tube collecteur, souvenez-vous, des canaux perméables à l'eau, des pores, et il suffit que ces pores s'ouvrent pour que l'eau aille du milieu le plus dilué vers le milieu le plus concentré. Et donc, c'est un moyen passif, mécanique, physique, de concentrer les urines, c'est-à-dire d'aller diluer l'interstitium médullaire. Et donc, on concentre les urines. Voilà. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est ce qui permet de préserver la volémie en physiologie. Alors, qu'est-ce qui se passe en pharmacologie maintenant? En pharmacologie, les diurétiques de Lens vont bloquer la réabsorption, donc ils vont diminuer cette hypertonie. Moindre hypertonie égale moins de possibilités de réabsorption d'eau par les tubes collecteurs, si la vasopressine est activée. Et moins de possibilités de réabsorption égale moins de possibilités de concentrer les urines. Donc on dilue les urines. Ça va? J'en vois deux qui dorment. Ils ont dû être épuisés par ma collègue avant. Ou alors ils ont tout pigé la dernière fois. Mais je vais trop lentement ou je vais trop vite? Parce que la physiologie des diurétiques, la pharmacologie des diurétiques, ça ne peut se comprendre que si vous connaissez parfaitement la physiologie. Je suis désolé, donc je prends tout mon temps là. Après, je vais aller vite dans les interactions. Mais là, je prends mon temps. Si vous avez pigé ça, c'est bien. Alors, on continue. On a vu donc le premier mécanisme d'action, on a vu le deuxième qui est l'alcalose métabolique, on a vu le troisième qui est la disparition du gradient, et maintenant le quatrième. Voilà les 4 grands points pharmacodynamiques des diurétiques de Lens, qui est une augmentation de l'excrétion de calcium par inhibition de cette fameuse diffusion paracellulaire dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pareil, il y a ce qui est écrit, il y a ce qui est illustré en physiologie, et puis il y a ce qui est illustré en pharmacologie. Donc ce qui est illustré en physiologie, souvenez-vous, je reviens, NAK-TPase, on réabsorbe du sodium, met trop de potassium, le potassium fuit par ROMK et le chlore fuit par ClClKb, et on crée un gradient apico-basolatéral, c'est-à-dire que beaucoup de cations dans la lumière, beaucoup d'anions dans l'interstitium, et ça, c'est une force motrice pour aller faire diffuser paracellulaire, c'est-à-dire entre les cellules, tous les cations. Processus électrochimique classique. Les cations, calcium, magnésium, sodium, et surtout le calcium, et c'est ça qui nous intéresse. Le problème, c'est que quand vous donnez, là on est dans la pharmacologie, un diurétique de Lens, eh bien vous bloquez NKCC, mais vous bloquez
la possibilité d'établir un potentiel, ou une différence de potentiel, et donc vous bloquez toute possibilité de réabsorption du calcium. Donc vous avez une fuite de calcium, vous avez une calciurie, et la calciurie, ou l'hypercalciurie, peut conduire à l'hypocalcémie. Alors je vous rassure, on donne beaucoup de diurétiques de lance aux insuffisants cardiaques et puis parfois aux hypertendus. Et c'est rare qu'on soit obligé de compenser, mais il faut l'avoir présent à l'esprit. Dans certaines pathologies associées, ça peut compliquer les choses. D'abord, vous avez pigé le système. Alors maintenant, on termine. Dernière diapo pour les diurétiques de lance. 1. La notion de cinétique. Pour l'instant, ce sont des effets natriurétiques de courte durée qu'on obtient avec ces médicaments. Un Lasix, c'est 4 heures de durée d'action per os, 3 heures par voie intraveineuse. C'est surtout une action qui est immédiate. Et donc, les malades se plaignent de se précipiter aux toilettes dans la demi-heure ou l'heure qui suit la prise de comprimés. Bon, ça peut être gênant pour leur vie sociale. C'est pour ça qu'on les prescrit rarement en première intention. Ce ne sont pas des médicaments très confortables. Les effets indésirables, puisque la pharmacologie, les recommandations du ministère de l'Enseignement et de notre doyen, c'est vous faire comprendre les effets indésirables. Je répète toujours la même chose. 15% des hospitalisations sont liées aux effets indésirables des médicaments. Donc les effets indésirables sont dose dépendants. Ça, il faut le savoir. Comme quoi, ce n'est pas la peine parfois de monter beaucoup les doses, parce que là, vous avez relativement peu de bénéfices. Puisque je prends mon temps, on peut revenir sur des choses très thérapeutiques. Voilà, regardez cette courbe dose-réponse. Alors là, on est avec le furosémide, on est là. La courbe dose-réponse, vous grimpez en efficacité extrêmement rapidement et vous grimpez aussi en effet indésirable. Avec l'hydrochlorothiazide, vous remontez relativement peu en efficacité, mais beaucoup en effet indésirable. Voilà. Donc ces effets indésirables, vous devez les connaître. Ils sont hiérarchisés du plus ennuyeux et fréquent au moins ennuyeux et fréquent. Je dirais que le plus fréquent, c'est l'hypokaliémie. J'aurais dû le mettre en premier. L'hyponatrémie est moins fréquente que l'hypokaliémie. Donc, mettez en premier l'hypokaliémie et l'alcalose métabolique. Elle est tout à fait dose dépendante. Elle est temps dépendante, puisque c'est une question de fuite. Elle se corrige avec du potassium par la bouche, avec éventuellement d'autres médicaments. Mais vous avez compris son mécanisme. L'hyponatrémie, je vous ai parlé de son mécanisme dans la déplétion, puisque vous avez vu que ce sont des natriurétiques. Mais il y a un autre mécanisme sur lequel je n'ai pas insisté, c'est la dilution. La dilution, c'est le fait que vous donnez un diurétique à quelqu'un qui est dans une situation de déshydratation, de soif, et qui va compenser ses pertes hydrosodées pratiquement que par de l'eau. Donc le docteur lui a dit le sel c'est mauvais pour l'hypertension, c'est mauvais pour l'insuffisance cardiaque, donc il mange peu salé et il reprend de l'eau. Et donc en fait, ces ingestats sont plus riches en eau qu'en sel, et donc finalement il se retrouve avec pratiquement insuffisamment d'eau, mais pas de sel, et donc il a dilué son sel. D'accord ? Donc hyponatrémie de dilution, hyponatrémie de déplétion, deux mécanismes. Troisième mécanisme, troisième effet indésirable, l'hypovolémie. L'hypovolémie peut entraîner de l'hypotension orthostatique, mais des malaises, des chutes chez la personne âgée. Je n'ai pratiquement pas parlé de l'hyperuricémie, mais il faut le connaître par diminution de l'uraturie, c'est-à-dire de l'excrétion d'acide urique. Et puis l'hémoconcentration. L'hémoconcentration, c'est la concentration, la diminution de la volémie avec diminution d'eau, mais exactement la même quantité d'éléments électrolytiques, donc hémoconcentration. L'hypocalcémie, on en a parlé. Et 3
mécanismes dont je ne vais pas vous détailler, trois effets indésirables dont je ne vais pas vous détailler le mécanisme, mais je vous les cite et après vous verrez. 1, l'hypercholestérolémie et l'hypertriglycéridémie. 2, l'intolérance au glucose, essentiellement liée à l'hypokaliémie. Et donc, vous retournerez vers vos cours d'endocrino et la sécrétion d'insuline et les mécanismes de sécrétion d'insuline qui passent par des canaux potassiques. Ça fait intervenir la glycogénolyse hépatique et musculaire. Alors tout de suite, on peut dire un mot là-dessus. Le diabète ou l'intolérance au glucose. L'intolérance au glucose sous-diurétique n'est probablement pas le même type de diabète que le diabète de la maturité sans diurétique. Il se corrige quand on corrige l'hypokaliémie. Donc ça, c'est important. Et puis alors, un dernier effet indésirable qui est l'autotoxicité. Et c'est là où je me rends compte quand je corrige les copies que vous n'avez pas beaucoup de connaissances en langue ancienne, en littérature, parce que O, c'est un omicron de O et non pas AU. Et quantité m'ont écrit dans les copies, surtout ceux qui trichent sur l'autre. Alors c'est extraordinaire, d'une place à l'autre, on voit AU, AU, AU. Bon. On voit très très bien quand vous trichez, quand vous copiez. Il suffit de comparer vos numéros de place et de voir que les conneries se répètent. Donc c'est mieux de faire appel à votre intelligence et à votre mémoire. Donc autotoxicité ça veut dire l'oreille. D'accord ? Une toxicité sur l'oreille interne. Toxicité sur l'oreille interne à forte dose chez les patients qui reçoivent de fortes doses de diurétique de Lens pour l'insuffisance rénale chronique, par exemple. Donc, s'il vous plaît, ne m'écrivez pas l'autotoxicité. Par définition, quand on prend un médicament et que ce médicament est toxique, on s'administre à soi-même. Bon, je ne vais pas plus loin. Alors maintenant, on passe à la deuxième grande catégorie. La troisième et la quatrième iront beaucoup plus vite. Les diurétiques thiazidiques. On n'est plus dans 25% du sodium filtré réabsorbé, on est dans 5%. On est à une moindre efficacité, même si la puissance est importante. Et puis vous pouvez noter d'emblée que la diurèse, c'est-à-dire le volume d'urine émis, est moins important que pour les diurétiques de Lens, et vous allez comprendre pourquoi. Donc souvenez-vous de cette petite courbe que je ne redétaille pas. Cible, un cotransporteur sodium-chlore. Ce cotransporteur sodium-chlore se trouve sur la membrane apicale de la cellule tubulaire. Chaque fois que vous pensez médicament, vous devez penser à sa cible et à la localisation de sa cible. Où se trouve le récepteur, le canal, l'enzyme? Dans quel tissu? À quel niveau de la cellule? Voilà. Donc, il se trouve au pôle apical d'une cellule tubulaire du tube contourné distal. Et cela entraîne son inhibition, une augmentation de l'excrétion de sodium et de chlore. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez exactement le même mécanisme que dans la cellule de la branche ascendante de Lens de Henle. L'utilisation d'ATP qui va permettre de réabsorber du sodium en échange de potassium, donc créer un gradient de sodique qui va faire réabsorber le sodium au travers de cet échangeur, de ce cotransporteur. Donc du sodium et du chlore sont absorbés ensemble. Le sodium est échangé contre du potassium au travers de la NAK-ATPase, mais le chlore est éjecté vers l'interstitium au travers de ces canaux-là. Une partie du sodium est réutilisée pour réabsorber du calcium, et on verra tout à l'heure aussi comment ça marche. On retrouve en deuxième caractéristique pharmacodynamique cette fameuse alcalose métabolique qui ressemble tout à fait à ce que je vous ai dit pour le furosémide. Une augmentation
de l'excrétion de protons et de potassium dans le tube collecteur, secondaire à l'augmentation de l'apport de sodium à ce niveau-là. Et donc un échange sodium-potassium, sodium-proton. Et puis encore une fois, deuxième mécanisme, tout à fait voisin de... C'est exactement la même chose que pour le furosémide, hypovolémie, donc hyperaldostéronisme. Donc cette alcalose métabolique, j'aurais dû écrire hypokaliémique. Ce sont des médicaments qui sont des natriurétiques et qui entraînent une alcalose métabolique hypokaliémique. À la différence du Lasix, les diurétiques thiazidiques ne modifient pas la capacité de concentration des urines. Pourquoi? Parce qu'ils ont une action corticale, ils n'ont pas d'action médulaire, comme le Lasix. Donc, ils ne bloquent pas la réabsorption de sodium sur un tube qui, lui, a une perméabilité sélective au sodium, qui est la branche ascendante de l'anse de Henle. Donc, site d'action corticale, pas de site d'action médulaire, pas de modification de la capacité de concentration ou de dilution des urines, ce qui fait que la diurèse est moins abondante. Alors ça, c'est de la physiologie, puis de la pharmacologie, et puis de la sémiologie. Quand vous donnez, ou de la thérapeutique, quand vous donnez un thiazidique à un patient, il ne va pas se précipiter aux toilettes comme il le ferait avec du Lasix. Donc ces diurétiques thiazidiques sont finalement les diurétiques prédominants du traitement des maladies chroniques, comme l'hypertension artérielle, parce qu'ils sont beaucoup mieux supportés et ils entraînent juste ce qu'il faut d'hypovolémie et de natriurèse. Dernier point, l'hypercalcémie. Alors, l'hypercalcémie, vous l'opposez à l'hypocalcémie du Lasix. Pourquoi? Eh bien, parce que le mécanisme est de ce type-là, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il existe ici un contre-transport sodium-calcium, et donc qui aboutit à de la... oui, c'est dans ce sens-là, d'accord. Qui aboutit à une augmentation de l'absorption du calcium. Donc, toujours pareil, chaque fois que vous réabsorbez des ions, des cations au travers d'une cellule tubulaire, vous avez une différence de potentiel entre la lumière et le milieu interstitiel. Regardez bien où se trouve la plus grande quantité de cations ou la plus grande quantité d'anions, et vous arrivez à le définir. Une autre possibilité, c'est de passer par des systèmes de contre-transport. Vous en connaissez un déjà, qui est la NAK-ATPase. Voilà un deuxième contre-transport, qui est contre-transport sodium-calcium. Et donc, c'est le mouvement du premier qui va déterminer le mouvement du deuxième. Donc, réabsorption de calcium et hypercalcémie. La cinétique des thiazidiques, un effet plus prolongé, plusieurs heures, 12 heures, 24 heures, péros, et des effets indésirables qui sont pratiquement calqués sur ceux du furosémide Lasix, sauf, bien entendu, l'hypercalcémie, puisque pour le Lasix, c'est de l'hypocalcémie. Alors vous pouvez inverser, c'est hypocalcémie, hypercalciurie pour le Lasix, hypocalciurie, hypercalcémie pour le thiazidique. Et encore une fois, si vous devez hiérarchiser, d'abord l'hypokaliémie, puis l'hyponatrémie, puis l'hypovolémie, et puis après, tout ça c'est beaucoup moins fréquent. Chaque fois je vous dis la même chose, mais quand vous lisez vos cours, quand vous cherchez à les comprendre, quand vous les réécrivez, hiérarchisez par ordre d'importance. Nous, c'est comme ça que nous travaillons quand nous corrigeons vos copies. On dit qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce qu'il est allé tout de suite au plus important? Et on adore les copies où en quelques lignes, les choses les plus importantes sont dites. Et puis après, mais bien sûr, il y a aussi, voilà. Donc sachez que nous adorons les copies qui sont intelligentes et bien rédigées.
Allez, on continue. Les diurétiques épargneurs de potassium, deux catégories. Ceux qui agissent au niveau du tube distal terminal et ceux qui agissent au niveau du tube collecteur. En fait, ils agissent globalement à ces deux niveaux, mais on va s'adresser à deux catégories différentes dans leur site d'action cellulaire. Et on commence par les anti-aldostérones. Alors les possibilités de natriurèse sont, vous voyez, franchement plus faibles, puisqu'on atteint simplement 2 à 3% du sodium filtré. La spironolactone. Spironolactone, j'aurais dû vous écrire son nom commercial, c'est Aldactone. A-L-D-A-C-T-O-N-E. Aldactone. Elle est génériquée maintenant. Donc c'est un anti-aldostérone, c'est un analogue structural de l'aldostérone qui marche par inhibition compétitive. Donc, médicament, vous pensez cible. Quelle est la cible? Ici, ça n'est pas un canal, c'est un récepteur cytoplasmique, c'est le récepteur des minéralocorticoïdes. Donc, chaque fois qu'un médicament bloque un récepteur, et en particulier un récepteur cytoplasmique, dont on sait que l'activation va induire la synthèse de protéines, ce médicament va bloquer les protéines induites. Donc, ce médicament, la spironolactone, bloque la synthèse de protéines qu'on appelle aldostérone induite, AIP en anglais. Trois types de protéines. Un, des protéines d'activation et de synthèse de canal. Le canal qui nous intéresse ici, c'est ENaC, canal sodé épithélial, mais aussi des canaux potassiques. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la NAK-ATPase, qui va utiliser de l'ATP, et ce qui nous intéresse, c'est tous les systèmes de production d'ATP. Donc, tout ça est lié, et tout ça, c'est finalement le mécanisme d'action de la réabsorption d'hydrosodé de l'aldostérone. Donc, je vous reporte sur la diapo suivante exactement ce qui est écrit sur la diapo précédente, avec un petit schéma. Vous reconnaissez deux types de cellules. La cellule principale, qui porte son récepteur cytoplasmique des minéralocorticoïdes bloqué ici par la spironolactone, qui, après translocation dans le noyau, va activer ces protéines induites et là, fabriquer ENaC, fabriquer la NAK-ATPase, fabriquer tout le système d'ATP à partir des mitochondries. Et voilà, globalement, nous y sommes. La pharmacologie, c'est que en bloquant ces différentes protéines, on aura un effet salidiurétique, mais là, il faut savoir une chose, à la différence des thiazidiques et à la différence du furosémide, c'est que ça n'est vraiment natriurétique que s'il existe au départ une activation de l'aldostérone. C'est-à-dire que ça ne marche que s'il existe un hyperaldostéronisme. Dans quoi trouve-t-on l'hyperaldostéronisme? Vous pouvez le mettre entre parenthèses, vous le confère vos autres cours. L'hyperaldostéronisme secondaire à l'hypovolémie. Et puis les hyperaldostéronismes primaires qu'on appelle le syndrome de Cohn. On vous a déjà parlé ou pas? Pas encore? Si? Donc voilà, s'il n'y a pas d'hyperaldostéronisme, ce sont de faibles salidiurétiques et de faibles antihypertenseurs. À cette augmentation de l'excrétion de sodium s'associe une diminution de l'excrétion de potassium et de protons, bien sûr, puisqu'on a bloqué les systèmes d'échangeurs. Les effets indésirables des anti-aldostérones, en premier lieu l'hyperkaliémie. Donc vous voyez qu'elle est complètement opposée aux deux autres dont les effets indésirables étaient d'abord l'hypokaliémie. Là, le risque, c'est l'hyper.
Bien entendu, l'acidose métabolique, puisqu'on fonctionne à l'envers, hein, on n'est plus dans l'alcalose, perte de protons, on réabsorbe des protons, acidose. Et puis quelque chose de tout à fait particulier, qui est lié en fait à la mauvaise sélectivité sur les récepteurs, puisque c'est des récepteurs aux minéralocorticoïdes, mais c'est aussi un peu le blocage de certains récepteurs aux androgènes. Enfin, ce n'est pas un blocage, c'est de l'activation, et ça peut donner de la gynécomastie. Gynécomastie, ça veut dire que les seins augmentent chez les femmes, mais chez les hommes, ce qui est vraiment gênant. Et ça s'accompagne de ce qu'on appelle une mastodynie, c'est-à-dire une sensation de tension mammaire. Chez les femmes, c'est désagréable. Chez les hommes, c'est tout aussi désagréable. Et donc, c'est très compliqué parce que parfois, on n'a que la spironolactone, aldactone à notre disposition, en plus de pas mal d'autres médicaments pour traiter nos malades. Et on est obligé d'en donner un peu, d'arrêter, de changer de médicaments. Et voilà. Donc, nous avons notre population de malades qui se plaignent de leurs seins et qui sont des hommes. Chez les femmes, associés à la gynécomastie, il y a les troubles des règles aussi. Donc voilà, retenez ça comme une limite. Alors il existe des médicaments plus spécifiques, mais retenez ça comme une limite à l'utilisation de ces médicaments en pratique courante. Et on termine avec un autre diurétique hyperkaliémiant, qui est un diurétique distal, qui n'est pas un antagoniste de l'aldostérone, qui lui agit directement sur ENaC. C'est triamtérène ou amyloride. Je vous en ai donné deux. Triamtérène s'appelle Teriam, amyloride s'appelle Modamide, mais retenez simplement les DCI, dénomination commune internationale, qu'on utilise très souvent en complément des anti-aldostérones. Qui sont des bloqueurs du canal sodé-épithélial et qui, au travers de, mais je ne vais pas à nouveau refaire la démonstration, de la suppression de différences de potentiel négatives de la lumière vers la cellule, entraînent une diminution de la sécrétion de potassium et de protons, et donc ce sont des hyperkaliémiants. L'effet net, effet natriurétique, moindre élimination de potassium et de protons. Oui, on peut détailler un peu. Là, je vous avais prévu deux diapos, ce qui me permet de détailler ce que je n'ai pas tout à fait dit pour la spironolactone. Quelle est la physiologie? La physiologie, c'est on réabsorbe du sodium. En réabsorbant du sodium, on en accumule vers le milieu interstitiel et donc on crée une différence de potentiel qui est positive vers l'interstitium, négative vers la lumière et qui va tendance à faire réabsorber à faire sécréter des protons et du potassium pour aller compenser ces charges négatives. Ça, c'est la physiologie. Donc, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure. Finalement, aussi bien par des phénomènes de cotransport, d'échangeurs que par de différences de potentiel, on excrète du potassium et des protons en même temps qu'on réabsorbe du sodium. Et bien là, avec le médicament, en bloquant l'ENaC, on va bloquer l'installation de cette différence de potentiel et donc on va bloquer la sécrétion de protons et de potassium et donc on va être plus facilement hyperkaliémien. Donc vous relirez quand vous aurez les diapositives à votre disposition et vous comprendrez les différents mécanismes. Les effets indésirables des diurétiques distaux, c'est essentiellement l'hyperkaliémie et l'acidose métabolique. Il n'y a pas de blocage des récepteurs minéralo et donc il n'y a pas de problème de gynécomastie, de troubles des règles. Donc un maître mot pour les diurétiques, à côté du sodium, c'est hypo ou hyperkaliémie. Et ensuite, les mécanismes de ces hypo ou hyperkaliémies, éventuellement l'hypercalcémie, l'hypovolémie. Donc quand vous avez bien compris tous ces mécanismes, vous avez compris les effets indésirables, et là je vous les referai travailler dans les ED.
Là, je vous donne 3 minutes de pause. Oui. C'était au niveau donc des furosémides, au niveau du gradient membranaire. Les cellules avec ça vont réabsorber moins de Na+, avec l'azélix. Donc en soi la charge dans le tubule va être plus chargée que la cellule. Donc il y en a moins dans le milieu interstitiel. Donc c'est la question sur le mouvement de K+, que ça induisait. Si j'ai plus de les charges positives, je suis chargé plus dans le tubule, le K+ aura plutôt tendance à filer dans le sang. Oui. C'est comme ça que... Après, vous arrivez avec du sodium dans le tubule. Oui. Parce qu'il n'a pas été réabsorbé. Le sodium dans le tubule, lui, il va être réabsorbé au travers de ENaC et du système quand on installe les électrodes. Donc, prenons juste le sang qui soit réabsorbé au travers d'ENaC. Je crois que c'est ça. Celui-là, là. Il y a celui-là et celui-là, je crois. Ça, c'est urologique. Vous avez un échange. Ce matin et hier, le gradient cortico-papillaire ne peut rien y faire. Le gradient cortico-papillaire, lui, n'intervient que pour la quantité d'eau. Celui-là, vous tenez un coup les aquaports à l'eau, que les trous sont ouverts avec la protéine, avec voilà, hop. Et au niveau proximal, il n'y a pas une diffusion passive à travers la membrane des cations? Oui. C'était à ce niveau-là en fait que je me posais, c'est dans la mesure où on a plus de sodium dans le tubule, moi en fait je réfléchissais en me disant que le tubule devait avoir une... Et c'était justement ça pour les autres cations que je n'arrivais pas à comprendre. Le tubule, du fait qu'on ait plus de calcium, de sodium dans le tubule, mon tubule, sa charge va être plus importante. Et donc la potentielle membranaire va être chargée plus dans le tubule et chargée moins dans l'interstitium. Là, c'était sur la diffusion passive en fait. Et après, vous revenez. Imaginez bien que vous devez segmenter votre tubule. Certes, 3 niveaux. Voilà. Branche à 5.
la branche ascendante. Hein. Elle ne touche pas toute l'angle annuel, juste la branche ascendante. C'est pour ça que c'est pas isosphonique. Monsieur, est-ce que je peux vous poser une question? C'était pour les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Oui. Je n'avais pas compris lorsque vous avez parlé des diabétiques et de la néphroprotection. Oui. Je n'avais pas réussi à comprendre pourquoi. Non, j'ai dit les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont néphroprotecteurs chez le diabétique. J'ai mon cours si vous voulez. Ah oui, à un moment vous dites qu'il y a exudat. C'est plutôt un transjuda. Oui, c'est un transjuda. Ouais, c'est un transjuda plutôt. Mais là, parlons des IEC. Parlons des IEC. Les IEC sont néphroprotecteurs. Pourquoi? Parce que à un moment, tu verras qu'il y a un problème de des membres inférieurs, l'œdème des membres inférieurs. Et en fait, c'est pas exudat, tu verras. Il y a un moment, il parle d'exudat, c'est pas exudat, c'est le transjuda. Si je laisse le consigne 2 s'exercer dans les conditions physiologiques, je vais créer un gradient au niveau de mon glomérule entre l'artériole afférente et l'artériole efférente. Le gène au retour, mais j'ai plus d'arrivée, donc j'ai plus de débit, donc j'ai plus d'hyperfiltration. On sait que l'hyperfiltration c'est dangereux. Avec un IEC, je normalise le système. Donc avec un IEC, je supprime ce système. Je diminue l'hyperfiltration, donc je protège. Mais les IEC sont à risque, parce que s'il existe une sténose d'une artère rénale, ben je peux effondrer mon débit de perfusion dans le cas de la sténose, mais c'est juste dans le cas de la sténose de l'artère rénale. Donc il faut savoir, les IEC sont des néphroprotecteurs. Ce sont des artérioprotecteurs. J'ai une question rapide. Est-ce que le master physio est faisable en D1, D2? Master physio-pharmaco, oui. celui de Plotkin. Oui. Oui, largement. Il est faisable en D1, D2? D'accord. Au contraire. Parce que je voulais faire P2, D1, mais c'est fini, la P2, je peux plus. Donc ça se rend en D1, D2, donc c'est faisable? Okay. Merci. Encore mieux même. Encore mieux. Alors on y va pour les dernières 45 minutes. On suppose acquis largement les objectifs du premier cours. Les objectifs pédagogiques de ce cours-là, si vous le lisez, connaître les principaux mécanismes de néphrotoxicité des médicaments. Donc il y a plusieurs classes. Déjà, si vous connaissez ces 6 classes, vous connaissez tout: antimicrobiens, antinéoplasiques, analgésiques, immunosuppresseurs, lithium et produits de contraste. Connaître les mécanismes pour mémoriser les situations médicales à risque. Et en fait, c'est ça qu'on vous demande. La pharmacologie doit vous aider à comprendre, et en vous aidant à comprendre ce qui se passe, elle vous permet de mémoriser ce qu'on appelle la situation médicale à risque, c'est-à-dire le réflexe. Ah, il est diabétique, il est hypovolémique, il va voir un angioscanner. Attention. Voilà. Connaître les principaux médicaments à éviter, à utiliser avec précaution en cas d'insuffisance rénale, ça c'est vraiment de la pratique de tous les jours. Mais l'insuffisance rénale, elle est très liée à l'âge. En consultation de médecine générale, les 2/3 des malades ont plus de 70 ans et pratiquement tous ont déjà un peu d'insuffisance rénale. Donc, je vais vous parler de 3 choses. La première partie est supposée acquise, puisque c'est le cours précédent. La deuxième partie, ça va parler des interactions médicamenteuses avec les diurétiques. Ça, c'est le plus facile et le plus amusant. La néphrotoxicité des médicaments sera une longue liste un peu rébarbative. Et les médicaments à éviter en cas d'insuffisance rénale, ça se comprend aussi bien de façon mécanistique. Alors, on commence par cette première liste. Donc, en fait, c'est 3 listes que je vais vous décrire. Donc, dans ce petit tableau, vous avez à gauche
le médicament diurétique. Est-ce que c'est un diurétique thiazidique? Est-ce que c'est un diurétique de l'anse? Est-ce que c'est un épargneur de potassium? Vous avez le médicament interagissant qui va compliquer les choses. Vous avez la conséquence de ce qui se passe et vous avez le mécanisme. Et prenons le cas le plus facile, qui n'est pas le plus fréquent puisqu'on n'utilise pratiquement plus les digitaliques. On utilise plus de la digoxine que des digitaliques. Mais les diurétiques thiazidiques et les diurétiques de l'anse qui entraînent une hypokaliémie, ce que vous voyez sur la colonne de droite, entraînent plus facilement d'hyperexcitabilité induite par les digitaliques. Je vous ai parlé des digitaliques, je vous ai parlé je ne sais même pas si j'ai eu le temps de vous parler du mécanisme des arythmies liées aux digitaliques, de l'hyperexcitabilité des digitaliques. Cette hyperexcitabilité est très dépendante de la kaliémie. Toute hypokaliémie augmente l'hyperexcitabilité des diurétiques. Hyperexcitabilité égale arythmie. Donc la façon dont il faut lire le tableau, c'est ça. C'est les thiazidiques et les diurétiques de l'anse, virgule, à cause de l'hypokaliémie qu'ils entraînent, virgule, augmente l'hyperexcitabilité des digitaliques qui conduit à plus d'arythmie. D'accord? Alors on continue de la même façon, mais là je vais être un peu plus mécanistique. Le lithium est un ion. C'est un cation monovalent. Ça ressemble au sodium. Il est très facilement réabsorbé à la place du sodium. Eh bien, les thiazidiques et les diurétiques de l'anse, qui sont des bloqueurs de la réabsorption du sodium, vont faciliter la réabsorption du lithium, sa réabsorption tubulaire, puisque, d'ailleurs, il est bivalent, il n'est pas monovalent, pardon. Ils vont faciliter la réabsorption du lithium parce que le lithium va être réabsorbé à la place du sodium. Donc la façon dont vous le lisez, c'est attention à la prescription de diurétiques hypokaliémiants chez un patient qui reçoit du théralite, c'est-à-dire du lithium, indication les troubles de l'humeur et la psychose maniaco-dépressive, car il y a un risque d'hyperlithiémie, c'est-à-dire de réabsorption excessive du lithium, dont on sait qu'il entraîne des risques toxiques, somnolence, confusion, coma. Troisième ligne. Souvenez-vous, je vous ai parlé dans le mécanisme d'action des diurétiques de la possibilité qu'ils agissent au travers de prostaglandines intrarénales. Ce que l'on sait certainement, c'est que les AINS, anti-inflammatoires non stéroïdiens, en bloquant la synthèse des prostaglandines, peuvent entraîner des modifications de redistribution du débit sanguin intrarénal. Et donc, les thiazidiques et les diurétiques de l'anse, en présence d'AINS, vont exercer un moindre effet diurétique, et je devrais dire natriurétique, parce qu'on leur a bloqué les prostaglandines qui sont un des mécanismes d'action. Donc ça, je l'exprime de façon très littéraire pour que ce soit clair pour vous, mais dans votre cerveau, c'est quelqu'un qui reçoit des diurétiques, thiazidiques ou furosémides. Attention lorsqu'il prend des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Indication des AINS, vous savez, c'est la maladie rhumatismale. Ensuite, diurétique de l'anse et alors deux choses, aminoside, donc un antibiotique, cisplatine, un anticancéreux, avec ici un risque d'autotoxicité. Oubliez le AU, souvenez-vous du O, et donc synergie d'autotoxicité. Alors c'est vrai, hein, chaque fois vous pouvez, souvenez-vous des synergies, quoi. Les médicaments autotoxiques, il n'y en a pas beaucoup. Donc vous le connaissez pour l'aminoside, hein, les aminosides, Ginta, Tobra, Amica, et puis les diurétiques de l'anse à forte dose. Hein. Mais si vous rajoutez un médicament autotoxique, peut-être qu'un médicament qui n'était autotoxique
qu'à faible dose, par synergie, le deviendra. Et puis enfin, les diurétiques d'épargne potassique et les IEC. On met toujours en garde l'association d'antialdostérone ou d'inhibiteurs directs d'ENaC, triamtérène, modamide, avec les IEC. Pourquoi? Parce que les IEC sont des anti-aldostérone, par définition, puisque les IEC vont bloquer la formation d'angiotensine 2, dont on sait que c'est un sécréteur d'aldostérone. Donc voilà, donc effet additif et augmentation du risque d'hyperkaliémie. Ça va, ça vous paraît logique ce premier tableau? Ça c'est un tableau de pratique courante, hein. C'est vraiment un tableau de pratique généraliste. Deuxième grande série. Là, je vais vous demander, dans la néphrotoxicité des médicaments, en général, vous n'avez qu'à regarder les questions que je pose chaque année. Je pose pratiquement toujours les mêmes questions. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous réfléchissez. C'est la néphrotoxicité directe de certains médicaments. Donc, encore une fois, on a vu qu'il y avait 6 grandes classes pharmacologiques qui étaient ototoxiques. On va les passer en revue. Vous allez voir à peu près quelles sont les grandes caractéristiques. Mais si vous savez quelles sont les 6 grandes classes néphrotoxiques, vous êtes tranquille pour les autres. Vous savez que les autres, a priori, elles ne le sont pas. Alors les antimicrobiens et d'abord les aminosides. Et encore une fois, ils ne sont pas tous néphrotoxiques. Vous voyez, 10% des patients. Mais on peut hiérarchiser à l'intérieur des aminosides, et c'est certainement la gentamicine qui est la plus néphrotoxique. Une toxicité qui est dose dépendante. Le site d'action, c'est le tubule proximal. Mais il y a quantité de sites d'action différents. Quel est le type de cette toxicité? C'est qu'elle est favorisée par un certain nombre de facteurs. Et ça doit vous paraître logique. Il y en a 5. 1, plus la durée de traitement est prolongée, c'est aussi l'équivalent de plus la dose au contact des cellules a été importante. Première chose. Deuxièmement, l'âge du patient, c'est-à-dire moins ses capacités de récupération ou de réparation sont importantes. Troisièmement, l'hypoalbuminémie qui va gérer les parties libres et non libres. Troisièmement, la déshydratation, et la déshydratation qui va gérer aussi la dilution du produit. Et enfin, la coprescription de médicaments néphrotoxiques. Donc vous voyez, c'est vraiment du bon sens, mais encore faut-il le connaître. Donc qu'est-ce que ça donne? Une insuffisance rénale aiguë qu'on appelle non oligurique, puisque le malade urine autant qu'avant, mais sa créatininémie augmente. Après 5-7 jours de traitement, la créatininémie augmente. On arrête le traitement, on surveille. Le plus souvent, l'évolution est favorable et la créatinine revient à la normale par régénération de cellules tubulaires, et c'est pour ça que c'est d'autant plus, ça récupère d'autant plus vite que le sujet est plus jeune. Importance du STP, on vous a parlé plusieurs fois de ce qu'on appelle le suivi thérapeutique pharmacologique, c'est-à-dire qu'on dose. Et on dose les concentrations plasmatiques des aminosides, ça fait partie de la pratique clinique de routine, et on va la doser de façon encore plus serrée et répétée chez des sujets à risque. Et donc on va adapter la dose en fonction des taux plasmatiques, puisque l'on sait que le taux plasmatique doit se trouver dans une certaine fourchette. Donc voilà pour l'aminoside, premier antibactérien, hein. Deuxième antimicrobien, l'amphotericine, qui est un antifongique. Là, vous voyez que la néphrotoxicité est beaucoup plus importante. On n'est plus dans 10% des malades, on est dans 80% des malades. Le mécanisme d'action, c'est probablement une ischémie par vasoconstriction rénale. Et puis, certaines céphalosporines de première génération, céphaloridine, céphalotine, retenez simplement céphalosporines de première génération. Vous savez qu'on en est à la 3e génération. Donc retenez bien les aminosides et l'amphotéricine. Deuxième grande catégorie, après les antimicrobiens, les antinéoplasiques.
anticancéreux. D'abord, les alkylants. Alkylant, c'est typiquement cyclophosphamide endoxan. Donc, fréquente néphrotoxicité. Le type de néphrotoxicité est un peu particulier parce que il y a une réaction chimique qui libère de l'acroléine et qui entraîne à la fois une néphrotoxicité et puis une cystite. Donc on prévient cela, et ça fait partie des protocoles, par l'administration simultanée d'une molécule qui s'appelle le MESNA et qu'on appelle l'uromithexan, qui interagit avec l'acroléine et qui empêche sa néphrotoxicité. Donc on a le candidat, l'agent alkylant, cyclophosphamide, ifosfamide, autre molécule, mais on a aussi l'antidote, où on a la molécule de prévention. Donc là, pensez tout de suite, on n'est pas dans la géographie d'action du médecin généraliste, on est plutôt chez le spécialiste qui sait que dès qu'il administre un agent alkylant, devra protéger le rein. Toujours dans les anticancéreux, le platine. Donc les dérivés de platine, vous en avez plusieurs, cisplatine, carboplatine, on sait qu'ils sont néphrotoxiques. Cette néphrotoxicité, elle est cumulative, elle est liée à la dose. Elle est limitative parce que imaginez qu'on aimerait poursuivre les doses et on aimerait poursuivre l'administration chez beaucoup de patients et qu'on ne peut pas. C'est un peu comme la toxicité cardiaque de l'adriamycine, si on vous en a parlé. Donc c'est tout le problème des toxicités cumulatives. Le site est le tubule proximal, mais il existe un bon moyen, c'est d'hydrater. Donc on hydrate avant, pendant et après. Il me manque le avant d'ailleurs. Prévention par l'hydratation, avant le traitement, donc la veille de la perfusion, pendant le traitement et après le traitement. Et puis aussi, on utilise une vitesse de perfusion lente, parce que vous savez qu'en fonction de la vitesse de perfusion, vous modifiez les concentrations plasmatiques. Voilà, donc il y a un mécanisme de toxicité tubulaire, et puis après il y a un mécanisme de vasomotricité qui diminue le débit sanguin rénal. Donc vous voyez qu'on a déjà vu deux types de toxicité jusqu'à présent, et ça ne sera pas tellement différent. Des toxicités tubulaires directes, le produit est filtré, il agit au niveau apical sur la cellule tubulaire, ou bien le produit agit sur la vasoconstriction, sur la vasomotricité intrarénale et entraîne de l'ischémie intrarénale. Avec les dérivés du platine, ah oui, alors ça j'aurais dû le mettre en rouge en fait, la perte de magnésium, elle n'est pas si rare que ça, mais dès que vous pensez platine, vous devez penser hypomagnésémie. Et donc, il y a une fuite tubulaire de magnésium. Cette fuite tubulaire de magnésium peut être très importante. Qu'est-ce que ça entraîne, l'hypomagnésémie? Ça peut entraîner de l'asthénie, des douleurs musculaires, des crampes et des convulsions. Asthénie, confusion, convulsion, douleur musculaire. Vous voyez, ça ressemble beaucoup à l'hyponatrémie en fait. Donc la perte de magnésium, en sortant d'ici, je vais vraiment le souligner. Alors, après, un mécanisme beaucoup plus général, pas spécifique à un anticancéreux en particulier, mais tous les anticancéreux. Pourquoi? Parce que les anticancéreux sont des destructeurs cellulaires. Donc destruction cellulaire égale libération de toutes les purines par les acides nucléiques et donc leur catabolisme qui est exactement celui des urates. Donc risque de formation de calcul rénal de type acidurique. Et confère ce que vous apprendrez ou ce que vous avez appris chez un patient qui est habitué à faire des crises de lithiase urique, on lui interdit de manger trop de viande ou d'abats, qui sont très riches en purine. Donc ça, c'est un mécanisme général. Troisième grande catégorie, les analgésiques. Et là,
Un, le paracétamol. Mais encore une fois, vous devez hiérarchiser, parce que le paracétamol, le Doliprane, c'est essentiellement une toxicité hépatique. Donc à forte dose, vous risquez très probablement la toxicité hépatique et en fait, moins souvent une toxicité rénale. Mais elle existe. Donc une nécrose tubulaire aiguë, insuffisance rénale, oligurique, le malade s'arrête d'uriner. Mais en général, il existe une insuffisance hépatique associée. Donc retenez, paracétamol, surtout hépatique, et dans un petit nombre de cas, rénal. Les AINS. Les AINS entraînent plus facilement une néphrotoxicité que le paracétamol. Et pourtant, ils sont pris moins fréquemment. Mais ce sont quand même des médicaments qui sont pris fréquemment et qui sont autoprescrits. Donc tous les AINS, Coxib compris, en utilisation systémique ou en utilisation topique, c'est-à-dire Voltaren pommade, qui peuvent entraîner une nécrose papillaire ou bien une néphrose interstitielle, une néphrite interstitielle chronique ou nécrose tubulaire aiguë, donc plusieurs mécanismes, surtout chez la femme de 40 à 60 ans. Et quel est le mécanisme d'action? Essentiellement, ce que je vous disais tout à l'heure, une inhibition de la synthèse des prostaglandines intrarénales qui vont entraîner une redistribution du débit sanguin intrarénal. Donc, puisqu'on bloque des prostaglandines vasodilatatrices, tous les vasoconstricteurs associés seront dangereux, et en particulier s'il existe des mécanismes liés à une hyperactivité du système rénine-angiotensine, comme l'angiotensine 2. Vous savez qu'un des plus puissants vasoconstricteurs, c'est l'angiotensine 2. Si vous avez une hypovolémie, si vous avez une augmentation de résistance périphérique liée à l'angiotensine 2 dans l'hypertension, eh bien vous avez plus de risques. La sténose athéromateuse des artères rénales, je vous en ai parlé dans mon cours, c'est l'équivalent d'une hypovolémie, donc d'une activation du système rénine-angiotensine, donc d'une libération d'angiotensine 2. Difficile à prévoir. Prévention et éducation, j'aurais dû ajouter. Prévention, éducation du malade. Quelqu'un qui a un certain âge, qui prend des diurétiques, qui est un peu hypovolémique chronique et qui a des douleurs rhumatismales, bien lui dire, écoutez, attendez le dernier moment pour prendre du Voltaren, essayez de prendre du Doliprane, faites attention, il y a un risque et surveillez la créatinine. Donc ça, j'ai un exemple dans le D et on le retravaillera parce que ça n'est pas si rare que cela. Quatrième catégorie, ce qu'on appelle les immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, essentiellement deux, cyclosporine et tacrolimus. En début de traitement, avec une néphrotoxicité qui est aiguë, ce sont des mécanismes ischémiques. Les immunosuppresseurs sont des vasoconstricteurs. Donc vasoconstriction de l'artériole afférente égale effondrement du débit de filtration glomérulaire, réversible par la dopamine et la nifedipine. Mais aussi au cours du traitement, donc néphrotoxicité chronique, c'est une artériolopathie, c'est pareil, c'est une atteinte toxique des artérioles, avec une sclérose glomérulaire, sclérose, fibrose, et donc diminution de débit de filtration glomérulaire. Comme c'est une néphropathie qui est difficilement réversible et qui est obtenue pratiquement à coup sûr lorsque les doses sont trop élevées, il y a une obligation de réaliser ce qu'on appelle le suivi thérapeutique pharmacologique. Donc tout patient transplanté, les immunosuppresseurs, tout patient transplanté a un suivi rénal extrêmement serré avec des dosages de médicaments très réguliers et on adapte les doses pour être dans la fourchette thérapeutique. Cinquième grande catégorie, on l'a vu déjà un petit peu tout à l'heure, le lithium.
Le lithium entraîne alors un type de néphrotoxicité tout à fait particulier parce que ce n'est pas de la nécrose, ce n'est pas de l'atteinte tubulaire, c'est une toxicité qu'on pourrait dire fonctionnelle, habituellement réversible à l'arrêt du traitement, mais simplement parce qu'elle diminue la stimulation de l'adénylate cyclase par la vasopressine. La vasopressine, souvenez-vous, c'est une hormone qui permet de réabsorber de l'eau, qui passe par l'adénylate cyclase. Si vous bloquez la réabsorption osseuse, vous entraînez une augmentation de la diurèse. C'est la vasopressine qu'on a vue tout à l'heure qui intervient dans le gradient corticopapillaire et les mécanismes de concentration, dilution de l'urine. On peut prévenir par l'amyloride, et l'amyloride à ce moment-là qui bloque la réabsorption du lithium, puisque c'est le lithium qui, lui, bloque cette stimulation de l'adénylate cyclase. Donc retenez bien, le lithium, il est très différent comme toxicité des précédents. C'est vraiment beaucoup plus fonctionnel que organique. Et puis on termine avec les produits de contraste iodés. Alors ça sera une grosse partie de votre travail d'interne, ça, de vérifier qu'un patient hospitalisé, programmé pour une urographie intraveineuse, une artério-rénale, un angioscanner est suffisamment hydraté, protégé pour ne pas risquer de déclencher une insuffisance rénale après. Quels sont les facteurs favorisants? C'est de la logique, du bon sens, maintenant que vous connaissez la pharmacologie. 1, c'est dépendant de la dose. 2, c'est dépendant de la vitesse d'injection. Donc ça concerne le radiologue et les techniciens de radio. Ça dépend de la créate. C'est pour ça qu'il faut toujours renseigner la créatininémie sur les demandes d'examen. Ça dépend de l'existence d'un diabète. Tout malade avec diabète de type 1 ou de type 2 est d'emblée considéré comme à risque. Pourquoi le diabétique? Parce que le diabétique, il a une insuffisance rénale. Tous les diabétiques ont une insuffisance rénale, et l'insuffisance rénale est d'autant plus élevée que le diabétique est plus grave. Le malade peut être déshydraté, parce que c'est l'été ou parce qu'il est en insuffisance rénale, qu'on traite son insuffisance rénale, qu'on traite son insuffisance cardiaque ou qu'on traite son hypertension. Et puis retenez bien ça, une maladie particulière qu'on appelle le myélome multiple. Le myélome multiple s'accompagne d'une précipitation de protéines myélomateuses dans le tubule et donc peut aboutir à une néphrotoxicité. Voilà. Alors il y a un petit peu à part le choc anaphylactique, ce qu'on appelle l'angioœdème. Mais dans le choc anaphylactique, la notion de choc veut dire qu'il y a une vasoplégie. Vasoplégie égale chute du débit cardiaque, chute de la perfusion rénale et effondrement de la filtration glomérulaire. Insuffisance rénale aiguë. Donc vous me direz, en fait, toutes les néphrotoxicités aiguës sont des insuffisances rénales aiguës. Oui, certainement. Mais là, vous avez encore un mécanisme qui est strictement fonctionnel. La vasoplégie, c'est un effondrement du débit, donc une diminution de la perfusion rénale. Alors, quel est le mécanisme de cette néphrotoxicité? C'est ce qu'on appelle l'hyperosmolarité. L'hyperosmolalité, parce que ce sont des produits hyperosmolaires qui vont entraîner une forte diurèse osmotique et qui vont entraîner donc une augmentation de la réabsorption d'eau avec une augmentation du produit de contraste. Donc en fait, le produit de contraste garde sa toxicité directe à cause de la diurèse osmotique. Mise en jeu du feedback tubulo-glomérulaire, je vous renvoie à vos cours. Diminution de la filtration glomérulaire et libération de substances vasoconstrictrices qui peuvent altérer la perfusion rénale. Substances vasoconstrictrices, souvenez-vous bien, balance artériole afférente, artériole efférente. Exactement ce qu'on a dit pour les antagonistes calciques et pour les IEC, les ARA2. Comment prévenir? Eh bien, d'abord, utiliser des produits de contraste qui sont non ioniques, qui sont isoosmolaires, prévenir cette diurèse osmotique,
respecter les indications, ne pas prescrire un médicament à risque chez un malade qui n'en a pas besoin, bien définir la dose, on pourrait dire bien contrôler la vitesse d'injection, bien contrôler l'hydratation du malade, réduire ou supprimer des médicaments néphrotoxiques, imaginez, et faites donc le tri. Ça, c'est le rôle du médecin, médecin généraliste, médecin spécialiste, qui prescrit l'indication d'une artériographie des membres inférieurs, par exemple, chez un malade vraiment bien avancé. Bon, est-ce qu'il a vraiment besoin d'une artériographie? Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, très bien, on va démontrer une sténose très serrée d'une artère fémorale superficielle. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous voyez, peser l'indication de l'examen. Deux, une fois que vous voulez absolument l'examen, vérifiez que l'examen peut être fait dans les bonnes conditions. On oublie ça. Et on passe directement à la dernière liste, qui est classée un peu comme la première liste. La première liste, c'était interaction des diurétiques avec les autres médicaments. Cette liste-là, la troisième, c'est quels sont les effets des médicaments à partir du moment où il y a une insuffisance rénale. Donc, si j'exagère des effets indésirables en présence d'une insuffisance rénale, je saurai quel médicament éviter. Voilà. Donc, médicaments à éviter, contre-indiqués, ou à utiliser avec précaution en cas d'insuffisance rénale. Donc, à nouveau, la classe thérapeutique, le type d'effet et les conséquences. Vous partez du plus simple, les opiacés. Les opiacés à élimination rénale s'accumulent en cas d'insuffisance rénale avec une augmentation des concentrations plasmatiques et une dépression du système nerveux central. Dépression du système nerveux central, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le risque, c'est l'insuffisance respiratoire. C'est l'arrêt respiratoire. Que votre malade soit endormi, ça va. Que votre malade soit dans un pré-coma ou dans le coma, c'est embêtant. Surtout s'il vomit. Les opiacés sont émétisants. Et s'il inhale cela dans ses bronches, qu'on appelle le syndrome de Mendelssohn, etc. Alors, le deuxième niveau, c'est les anxiolytiques. Anxiolytiques et sédatifs. Ça, c'est beaucoup plus courant. Ça, c'est de la médecine de tous les jours. Quantité de sujets âgés n'arrivent pas à dormir, prennent du Valium, du Lexomil, de tout ce que vous voulez, du Temesta le soir, pour arriver à avoir un peu de sommeil la nuit, mais ils ont une insuffisance rénale, liée à l'âge ou liée à l'hypertension qu'ils ont depuis des années. Eh bien, tout ce qui est diminution de l'élimination rénale de l'anxiolytique va entraîner une augmentation des concentrations plasmatiques, donc, finalement, risque de confusion, de somnolence, de chute. Voilà, donc avec les opioïdes, vous avez quelque chose qui est particulier, c'est la dépression, c'est le risque de dépression respiratoire. Avec cela, le risque, c'est plus la fréquence avec laquelle des anxiolytiques et des sédatifs sont administrés. Les antibactériens maintenant, eh bien, vous pouvez diminuer les concentrations efficaces puisqu'ils doivent être filtrés par le rein pour être actifs, par exemple, soit au niveau rénal, soit au niveau des urines et de la vessie. Donc, par exemple, disparition des concentrations efficaces avec l'acide nalidixique dans les urines. Et puis, on revient à nos digitaliques. Nos digitaliques, en particulier la digoxine. Et retenez bien, digoxine, c'est le seul médicament que je vous ai pris comme exemple dans le cours sur les digitaliques, parce que la digoxine est d'élimination rénale. Eh bien, ce sont des médicaments qui ont ce qu'on appelle je ne retrouve plus mes mots. Un intervalle thérapeutique très étroit. Et en cas d'insuffisance rénale, vous pouvez augmenter rapidement les doses et arriver à des doses toxiques. Dernière partie de ce tableau, les diurétiques d'épargne potassique. Vous savez que dans l'insuffisance rénale chronique,
et dans l'insuffisance rénale chronique aiguë, il y a toujours un risque d'hyperkaliémie. Les diurétiques d'épargne potassique augmentent l'hyperkaliémie liée à l'insuffisance rénale. Donc, toujours attention à la prescription d'antialdostérone, de modamide, de thériam chez ces patients. Ensuite, on termine par 3 catégories. 1, les antibactériens. Donc, toujours pareil, antibactériens à élimination rénale, et donc exagération de la toxicité de l'antibactérien à élimination rénale. Dans le cas, par exemple, de l'isoniazide, c'est le rimifon, c'est un antituberculeux qui entraîne de la neuropathie. Donc, d'autant plus de neuropathie que les concentrations plasmatiques sont plus élevées parce qu'il y a eu moindre élimination rénale. Les antidiabétiques oraux, biguanide hypoglycémiant, et en particulier le glucophage, metformine, avec un risque d'acidose lactique. Encore une fois, c'est une élimination rénale et donc on augmente les concentrations plasmatiques. Et puis le dernier, qui sont les tétracyclines, dont les métabolites peuvent aggraver l'insuffisance rénale. Voilà. Je pense que c'est ma dernière diapo. Vous avez tout. Retenez bien, toujours pareil, pour chacune de ces listes, comprenez parfaitement un exemple, connaissez 2-3 classes pharmacologiques ou classes thérapeutiques, et on rediscutera de tout ça. Merci.